5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Faut-il continuer par faire du tout en béton? La réponse aujourd'hui à l'unanimité, c'est un grand non. Plus de la moitié de la population vit aujourd'hui en ville et d'ici à 2050, ce chiffre devait atteindre 70%. Cette urbanisation à marche forcée, couplée au réchauffement climatique, induit des risques nouveaux pour les citadins, en tête desquels les catastrophes naturelles, bien évidemment, dont la fréquence va galopant. On parle aujourd'hui de résilience urbaine pour faire face à cette nouvelle donne. Cela traduit la capacité des villes et de leurs habitants à faire face aux crises et à leurs conséquences, puis à anticiper par l'adaptation de leurs infrastructures et de leur organisation. Comment construire des villes résilientes à travers l'habitat? C'est la question au cœur de ce forum de discussion. Et autour de la table, pour opiner, pour décortiquer, pour analyser le sujet, M. Victor Baguidi, il est le président de l'Ordre des ingénieurs civils du Bénin. Bonjour et bienvenue, M. Baguidi. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Mais c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau du 5 sur 7. Moi aussi, hein. Merci pour l'occasion que vous m'offrez d'échanger un peu avec nos populations sur les problèmes de construction. Très bien. Juste à côté de vous, Kehinde Amadou, il est le promoteur du salon de l'immobilier. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis quand même honoré d'être avec vous ce matin pour échanger sur cette thématique aussi en présence du président de l'Ordre des ingénieurs, qui est un aîné que j'apprécie beaucoup. Vous êtes donc le promoteur, disais-je, du salon de l'immobilier. Le salon de l'immobilier, c'est quoi? Le Salon international de l'immobilier matériaux modernes, c'est un grand rendez-vous des secteurs du BTP et de l'habitat qui se déroule annuellement, souvent dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. C'est un espace de contact, d'échange, de partenariat et de diverses opportunités entre les professionnels des secteurs de la construction et la population. À ce salon, il y a beaucoup de choses, tous les acteurs y sont, que ce soit les promoteurs immobiliers, les usines de matériaux, les fournisseurs de matériaux, équipements, et aussi des structures de location, des engins, des camions. Vous avez des cabinets d'ingénierie. Il y a plusieurs experts professionnels et autres qui y sont présents. C'est aussi des conférences, débats, des ateliers de formation, le concours de la meilleure maquette architecturale, etc. Il y a plein de choses. Bon, on est actuellement à la 7e édition. Ça se déroule du 2 au 9 octobre sur l'esplanade du Palais des Congrès. D'accord, très bien. On aura le temps d'en parler tout à l'heure dans nos échanges. Patrice Savo, l'indétrônable, l'indéboulonnable, qui est aussi présent à nos côtés. Bonjour, monsieur Savo. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à toutes et à tous. Oui, ça va. Ça va très bien. Très bien. Oui. Une fois encore, vous avez accepté faire le débat avec nous. C'est un devoir. Et William Apollinaire-Tchouki qui est resté. Rebonjour. Oui. Bonjour, madame. Allez, messieurs, voilà, les civilités sont faites. On va entrer de plein pied dans le sujet. On parle aujourd'hui de bâtiments résilients, de villes résilientes. Est-ce que c'est un concept nouveau, monsieur Baguidi? Ben oui, c'est un concept nouveau qui est arrivé avec les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, les problèmes environnementaux, les problèmes de réchauffement climatique et qu'on ne peut plus, n'est-ce pas, ignorer dans nos habitudes de construction. Donc, comme on le dit, quand le rythme du tam-tam change, le rythme du go aussi doit changer, ça veut dire que les habitudes doivent pouvoir s'adapter, n'est-ce pas, à ces concepts que nous connaissons aujourd'hui. Et à partir de quel moment situez-vous dans le temps la naissance de ce concept? Bon, dans le temps, je ne me limite pas tellement, je ne vois pas tellement la limite du temps, mais il faut dire que les choses se sont adaptées, les choses sont allées très vite. Et par rapport parce que ça fait quand même un bon moment qu'on parle de ces phénomènes de réchauffement et climatique, et de façon naturelle, et les habitudes ont commencé pas à changer. C'est-à-dire les dispositions ont visiblement commencé pas à changer, mais ici chez nous, il faudrait dire que quelque part,
sur les habitudes de construction, les choses n'ont pas été complètement encore prises en compte par les acteurs que nous sommes, les architectes, etc. C'est-à-dire qu'il va falloir donc attirer un peu plus l'attention donc, sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de pratiques. Déjà, pour les constructions classiques qu'on faisait déjà, la sensibilisation n'a pas été déjà assez faite. Maintenant, pour aborder donc cette particularité, il va falloir encore aller plus loin. D'accord. Et donc, c'est vraiment cette formation, cette sensibilisation qu'il va falloir donc faire en allant mettre le doigt donc de nos populations sur cet état de choses. D'accord, très bien. Alors, William Apollinaire Turki, aujourd'hui, on parle de ville résiliente, on parle de bâtiments résilients, de construction d'infrastructures résilientes pour faire court. Le Bénin adhère totalement à cette ambition. De quoi s'agit-il au-delà de l'incantation? C'est quoi une ville résiliente? Alors, aujourd'hui, vous savez, quand on parle de changement climatique, il y a des affres qui sont cités. On parle de forte chaleur, on parle d'inondation, on parle même d'autres aléas quand même qui aujourd'hui ont des impacts sur d'abord l'humain, mais aussi sur l'habitat dans lequel cet humain vit. Alors, quand je prends l'exemple par exemple de la forte chaleur, est-ce qu'on va continuer à construire et à éviter que l'air ne pénètre correctement nos chambres? Tout à l'heure, M. Baguidi expliquait pour dire que par le passé, il y a des dispositions qu'on devait prendre pour la construction. Est-ce qu'aujourd'hui, on va continuer à respecter ces mêmes dispositions ou bien on modifie les choses pour permettre à ce que, parce que quand vous prenez par exemple une journée où, dans laquelle on dit il fait 45 degrés, ou bien, c'est ce que je dis à tout hasard par exemple, où il fait plus de 30 degrés, est-ce qu'on va continuer à vivre dans les mêmes habitations que ce qu'on n'avait pas le passé? Est-ce qu'il ne faut pas rendre l'habitation plus aérée pour permettre à l'air de pénétrer? Je prends par exemple des chambres qui n'ont qu'une seule fenêtre. Est-ce qu'on continue à construire des chambres de la sorte? Il y en a même qui n'ont même pas de fenêtre. Quand vous entrez, tout est hermétiquement fermé. Est-ce qu'on va continuer à vivre dans ces mêmes habitations? C'est des questions qu'on doit se poser et c'est cela justement qu'invite cette thématique dont vous parlez de bâtiments résilients ou encore de villes résilientes au changement climatique. L'exemple par exemple aussi des inondations que nous constatons depuis quelques années dans notre pays. La quantité d'eau qui tombe aujourd'hui, parfois, il y a la quantité d'eau de 6 mois qui tombe en 72 heures, sinon même 48 heures. Et nos villes, parfois, n'ont pas la capacité d'absorber ce trop-plein d'eau qui tombe. Alors, que faisons-nous pour que cette eau qui tombe, que cela puisse être soit infiltré, ou soit qu'on a des canalisations qui sont plus grandes pour pouvoir drainer cette eau vers les cours d'eau ou même vers l'océan? C'est toutes ces questions qui entrent en ligne de compte d'une ville résiliente. Et aussi les bâtiments que nous avons dans nos différentes villes, que ce soit les infrastructures routières et des bâtiments administratifs, tout cela doit rentrer en ligne de compte pour permettre à ce que les affres des changements climatiques soient un peu amoindris. L'autre chose surtout sur laquelle je vais aller, c'est par rapport à la verdure. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos différentes constructions, est-ce qu'on se permet de donner l'espace à la verdure? Est-ce que dans chaque maison, je me dis, OK, quand j'ai une maison, je dois laisser l'espace à des arbres, à un petit jardin, à des fleurs? Cela pour permettre... Caprice de bourgeois. Caprice de bourgeois. Bon, souvent, on dit que c'est caprice de bourgeois, mais... Il faut appeler le jardinier, il va venir tailler bon, voilà. Par mois. Ça va pousser des insectes. Il faut mettre de l'insecticide. OK, il n'y a pas les sous. On préfère terrasser. Bon, le problème, ça va, le problème est réglé. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais l'arbre a d'importance plus que tout ce qu'on cite là. Parce que quand vous avez de l'arbre, vous avez de l'ombrage, cet arbre, vous donne de l'air. Non seulement ça, cela peut servir de brise-vent. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les vents sont plus forts que ce qu'on constatait il y a quelques années. Donc, l'arbre, quelque part, a un rôle à jouer dans notre habitation. C'est tout ceci mis ensemble qui permettent quand même d'avoir des villes résilientes ou avoir des bâtiments plus résilients au changement climatique. D'accord. Patrice Sago, quand on parle de villes résilientes et de bâtiments d'habitat résilients, qu'est-ce que vous y mettez? Vous avez parlé d'incantation. Ensuite, vous avez dit d'où date ce nom de baptême, quoi. Et de qui on dit oui, c'est récent. Non. Ça ne doit pas être récent. Parce que lorsque vous voyez, dans l'ancien temps, nous on a vécu, c'est pas si ancien que ça, au village, vous voyez, les gens parlent de Achakpodi. Lorsqu'ils viennent du champ, dans la chaleur, on vient à 13h, 14h, il fait chaud dans la maison, on a déjà prévu un arbre
sur l'agora. Et on va là-bas, on discute, on reste, on se repose. Là-bas, Après, on rentre. Après, on rentre. Même en pleine nuit, vers 22h, vous voyez nos personnes âgées qui se regroupent autour de ces arbres-là. Ils discutent, ils échangent, ils viennent prendre de l'air avant d'aller se coucher. Donc, tout est prévu dans leur mode de vie. Ce n'est pas récent. Mais nous n'écoutons pas la nature. Nous ne voyons pas ce qui se passe autour de nous. Nous sommes toujours surpris partout. Et c'est pour cela que c'est l'autre qui nous baptise. Comme l'autre a fait chez lui. Parce qu'il a des problèmes chez lui, il dit ville résiliente. Nous-mêmes, on prend la même chanson, on commence par chanter. Si on chante, comment lui l'a fait pour se... C'est-à-dire, lui il a des problèmes qu'il vit. Parce qu'il n'a pas pris des précautions. Il dit, je vais bâtir ville résiliente. Qu'est-ce qu'il met dedans? Qui est allé à son école pour savoir ce qu'il lui a mis dedans? Est-ce que ce qu'il met dedans est la même chose que toi tu vas mettre dedans lorsque tu as des problèmes parce que les contextes ne sont pas les mêmes? C'est ça. Il faut tenir compte des réalités et des contextes de chaque milieu avant de dire je souffre de telle chose, voici les solutions que je vais adopter. Je parie que je m'incline devant le président, je ne suis pas de son ordre, mais il a parlé d'ingénieurs civils. Les tatas n'ont jamais été dans aucune école. C'est des architectes nés qui ont de l'esprit, c'est-à-dire des capacités que personne ne comptabilise dans quoi que ce soit dans notre pays. C'est un patrimoine. Ça, c'est un patrimoine. Et ils ont prévu tout dans les tatas. S'il fait chaud, voici. S'il fait pas, voici. Et ils ont fait ça. Dans quelle école ils ont été pour faire ça? Ils sont aussi des civils. Je ne parle pas du président. Je parle de la politique de notre pays. Qui ne prend pas en compte ses richesses, ses valeurs. Vous pensez qu'on a quand même pu évidemment mettre en lumière le génie de ces personnes, ces Béninois qui ont initié, qui ont inventé les tatas. Aujourd'hui, c'est inscrit au patrimoine immatériel de... Non, c'est pas ça. Il s'est inscrit comme les sites de Tamako récemment d'ailleurs, non, c'est pas ça. Patrimoine immatériel. C'est pas de ça que je parle. Valoriser, renforcer, reconnaître. Celui qui donne ce papier dont vous parlez là, ce n'est pas le Bénin. On remplit des conditions. Le Bénin donne son appui politique. Le Bénin candidate. Il faut candidater, il faut remplir des Il n'y a aucun problème pour ça. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est pour vous dire que... Lorsque nous allons dans une école d'architecture ou bien de bâtiment, vous avez vu, je ne sais pas, dans le curricula, là, on a inscrit un cours pour demander aux gens de venir nous expliquer comment on fait les tatas. C'est de ça que je parle. On va peut-être poser la question à M. Baguidi. C'est de ça que moi je parle. On va peut-être poser... Puisqu'on a l'occasion de répondre tout de suite... Non, ce n'est pas fini. Mais puisqu'on a l'occasion de répondre tout de suite... Il faut répondre à deux questions. D'accord. Sur le site de l'exposition, là, oui. Qui sont les promoteurs de Tata? C'est-à-dire que nos gens qui sont de Tata, là, et on les a invités pour dire venez exposer, venez expliquer, venez, on va faire votre promotion. Donc je m'arrête là. D'accord. Et puisqu'il n'a pas encore parlé, on va commencer par lui, par la dernière question du coup. Monsieur Kehinde Amadou, promoteur du salon de l'immobilier, il y a une question de Patrice qui vous est adressée. Est-ce que les promoteurs de Tata sont associés au salon de l'immobilier? Pour répondre à cette question précisément... C'est une colle. Non, c'est pas une colle, c'est juste une préoccupation. Ouverture. D'accord. Si on est à 7e édition, s'ils ne sont pas là, il faut savoir qu'ils doivent être là, que c'est des valeurs ajoutées au salon. D'accord, on va l'écouter. C'est pas une colle. En fait, vous savez, les Tata Somba, c'est culturel, c'est originel et original à la fois. Donc, ce sont des patrimoines de nos ancêtres que nous devons préserver. Et les techniciens, les ingénieurs, les architectes doivent s'inspirer de ça pour leur conception par rapport à cette situation de ville résiliente, d'habitat résilient. Donc ça, c'est déjà une introduction par rapport à mon intervention. Et quand vous parlez de la présence des Tata Somba sur le salon de l'immobilier, il y a mieux. Nous avons par exemple un exposant qui fait de la brique en terre cuite, 100% agile. Je ne vais pas faire de la publicité pour la société. Venez sur le salon, vous allez découvrir. Vous avez bien fait. Il y a un exposant qui fait des produits bio en matière de bâtiments, c'est-à-dire vous avez des
matériaux biosourcés, il parle aussi de la végétation, comment vous allez mettre de la végétation à la maison pour créer un environnement, un microclimat. Un microclimat. Donc, il y a tout cela. Vous avez une diversité d'acteurs présents sur ce salon. Moi, je vous invite à visiter le salon et vous allez en savoir plus. D'accord. Et justement, quelle est votre lecture du concept de ville résiliente ou infrastructure résiliente? Bon, il y a deux cas. Vous avez parlé de ville résiliente, vous avez parlé de bâtiments résilients. Déjà, je pense que les choses évoluent, la population évolue, il y a le changement climatique. Le changement climatique, c'est dû plus aux usines qui polluent la nature. Hein, c'est pas forcément les habitudes des populations. C'est d'abord les usines qui sont les gros pollueurs. Donc, il va falloir déjà que les États respectent certaines conditions pour pouvoir protéger l'environnement. Vous voyez, quand on parle de l'industrialisation, il faut pas suivre l'exemple systématique de l'Occident. Parce que l'Occident est en avance par rapport à ça, mais il y a de l'échec dans leur évolution aussi, il y a des inconvénients. Donc, nous devons nous inspirer de ça pour innover. Nous devons planifier notre habitat, notre monde africain. Vous voyez, donc on ne doit pas se calquer sur le modèle occidental pour construire nos villes et nos habitats. Donc, on doit s'inspirer du moins des inconvénients des autres pour améliorer tout ce que nous faisons. Déjà en matière d'habitat, de bâtiments, pour pouvoir lutter contre ça, les chaleurs, tout ça, et il faut utiliser des matériaux. Mis à part la conception qu'il faut bien faire, déjà à travers des architectes qu'il faut consulter, et pour aérer le bâtiment, pour ensoleiller bien le bâtiment, il faut utiliser des matériaux qu'il faut. Aujourd'hui, on parle des matériaux biosourcés. C'est des matériaux qui dégagent moins les gaz à effet de serre, qui dégagent moins la chaleur. Quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes à l'aise. Par exemple, les briques en terre cuite, c'est des matériaux biosourcés. Il y a des matériaux qui sont composés plus de végétaux. Vous voyez, donc il y a tout ça. Il y a des alternatives aujourd'hui pour vivre à l'aise chez toi en utilisant des matériaux qui sont quand même conseillés. Maintenant, en parlant de ville, l'inondation, il faut planifier les choses à long terme. Je pense que souvent, il n'y a pas la planification. Construire des ouvrages d'assainissement. Souvent, on construit des villes sans construire les ouvrages d'assainissement. Vous allez voir des villes, des quartiers construits, beaucoup de bâtiments, il n'y a pas d'ouvrage d'assainissement. Et pour accéder à des maisons, quand il pleut, c'est pas possible. L'eau pénètre rapidement. Donc, je pense qu'il faut d'abord installer les ouvrages d'assainissement avant d'installer les bâtiments. Ça va lutter considérablement contre les inondations. Et de l'autre côté, il faut que, ceux qui gèrent les villes, que ce soit les maires et autres, ou bien l'État, imposent forcément à ce que la population ne construise pas dans les exutoires. C'est-à-dire, aujourd'hui, à Cotonou, on a occupé les exutoires. L'eau n'a plus d'espace. On a chassé l'eau, mais l'eau revient en force et s'impose. Donc, je crois que c'est une histoire de planification et de gestion que nous devons quand même respecter. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, M. Gouaguidi, comme le disait Sakpo, on n'a pas oublié sa question, quelle est la place de l'expertise que je vais appeler peut-être empirique dans les curricula de formation? Il faut dire que, en fait, du point de vue de la formation, notre formation est pluridisciplinaire, telle que nous faisons. Et lorsque vous prenez, par exemple, dans le domaine de l'ingénierie, le BTP, par exemple, nous avons l'architecture, nous avons les problèmes de structure et tout le reste. Et maintenant, lorsque vous prenez, par exemple, au niveau donc des architectes, fondamentalement, la préoccupation donc de M. Sago, eh bien, c'est une préoccupation qui doit véritablement être prise en compte par les architectes. Maintenant, du point de vue donc de la structure,
il faut aller vers donc les ingénieurs. Parce que lorsque vous regardez par exemple ces affaires de Tata dont vous avez parlé là, il faut dire que c'est une construction assez géniale. Quand vous regardez toute la structure, mais ils ont des planchers de terrasse, tout est prévu. Et c'est des planchers en terre armée, avec donc des armatures en bois, et qui tiennent. Seulement que, à l'étape actuelle des choses, à l'ère moderne d'aujourd'hui, il va falloir un peu moderniser, aller améliorer donc du point de vue de la conception. Et tel que c'est fait, bon, lorsque nous construisons, il y a également le monde, il y a la capacité donc à abriter un certain nombre de personnes, etc. Nous tenons compte donc des charges, nous tenons compte, n'est-ce pas, des problèmes de fondation, etc. Ce qui se passe, par exemple, le sol que vous avez dans la Takora, eh bien, ce n'est pas les mêmes structures de sol que vous avez, par exemple, à Cotonou, à Vossa, etc. Donc, il y a tout un concept à prendre en compte. Donc, vous avez les problèmes de géotechnique, il faut maîtriser donc les études de sol, il faut maîtriser donc les problèmes de la structure et également les matériaux qui sont mis en œuvre. Alors, du point de vue de l'écosystème, et également, vous avez les matériaux qui rentrent en ligne de construction. Il en a parlé, par exemple, vous avez la terre de bar. Aujourd'hui, on parle de terre cuite. Mais parlant donc déjà de terre cuite, comme moi je dis souvent, bon, c'est vrai, la terre cuite, c'est un matériau assez isolant, mais assez cher, parce que nous allons parler tout à l'heure, on m'a dit, on reviendra donc sur les problèmes de coût. Donc, c'est un matériau assez cher. Et donc, pour les dispositions que nous devons prendre aujourd'hui, il va falloir que, du point de vue donc de l'architecture, au niveau donc des ingénieurs et au niveau donc des architectes, les efforts donc soient conjugués pour prendre en compte cet état de choses. Effectivement, le problème qui se pose chez nous est assez sérieux. Moi, j'ai souvent vu, M. Choki l'a dit, vous avez de toutes petites cases et vous avez des toitures en tôle. On tente donc de faire un peu comme ce qui se passe à l'Occident, ce qu'on a vu à l'Occident. Et vous avez de toutes petites fenêtres, s'il y en avait, qui sont parfois même comme des hublots. On se demande comment on peut vivre à l'intérieur de tel bâtiment. On fait des murs. Les murs sont déjà en maçonnerie. Et ce n'est pas du tout aéré. Dans la journée, 24 heures sur 24, vous êtes obligé d'allumer. C'est aberrant. Dans une construction, on doit pouvoir avoir une bonne fonctionnalité, une bonne ventilation et une bonne aération. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut aller dans l'ordre normal des choses, du point de vue donc de la conception. Contacter d'abord. Moi, je dis, le tout premier qu'il faut contacter d'abord, c'est le géomètre. Ensuite, c'est ça, vous voulez dire? Mais bien sûr, parce que pour aller vers l'architecte conçoit par rapport au levé topographique, les contours de votre bâtiment. Et on a vu des conceptions qui sont faites, mais qu'on n'a pas pu réaliser tout simplement parce que la conception n'est pas conforme, n'est-ce pas, au levé topographique. Les dimensions du terrain, vous avez une parcelle de 20 sur 20, on va vous faire une conception de 25 x 30. Comment pourrez-vous loger votre bâtiment à l'intérieur donc de votre conception? Et il y a également les problèmes de coefficient, bon, enfin, lorsque vous construisez, il y a les coefficients d'occupation donc du sol. Okay. Et donc, tout ça là, c'est l'ingénieur, c'est d'abord le levé topographique qui va vous faire donc respecter tout ça. Et l'architecte, en prenant donc ce levé, vient faire donc la conception. Et les problèmes de fonctionnalité, les problèmes d'aération dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'architecte qui regarde. Il y en a qui vous font des fenêtres, par exemple, sur juste un pan de mur, mais pour avoir cette sensation de circulation d'air, il faut bien que
vous avez l'air qui circule. Et il faut que l'on aille d'un pan à l'autre. L'air rentre et il ressort. Il faut que l'air rentre et ressort. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, les matériaux qui sont mis en œuvre. Les matériaux qui sont mis en œuvre. Aujourd'hui, il a dit il y a des matériaux biosourcés. Nous avons des matériaux en terre. C'est par exemple, cette attaque dont nous parlons aujourd'hui, eh bien, c'est des constructions en terre. Et c'est des constructions en terre armées avec, n'est-ce pas, des bois naturels, armés avec, et les revêtements que nous avons aussi, c'est des revêtements avec des bouts de vache. Ouais. Et tout cela constitue donc des isolants thermiques pour l'efficacité énergétique que vous pouvez avoir à l'intérieur. Le confort thermique que vous aurez à l'intérieur prend en compte donc tout cet état de choses. Alors donc, au jour d'aujourd'hui, il s'agit que vous puissiez donc respecter donc cet état de choses, recourir à l'architecte, recourir à l'ingénieur du point de vue donc de la structure et avant tout aller faire donc les études de sol, les explorations de sol, parce que quoi, les gens devant respecter donc les formalités que l'on exige, à demander bon. Ces études de sol, par exemple, certains les font, mais les mettent sous le placard. Ils font les études de sol, mais ils les mettent sous le placard, et pensant que donc c'est juste une formalité à remplir. Alors que c'est sur la base de la connaissance de la contrainte donc du sol, ce que ce sol-là peut supporter, que vous allez pouvoir donc faire votre dimensionnement. Et pour revenir à la ville, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, moi, il y a quelque chose que j'ai souvent déploré. Il a dit, c'est l'occupation des exutoires. On va revenir sur ce phénomène. L'occupation des exutoires. On va revenir sur ce phénomène. Les zones humides, on doit les dégager et créer des exutoires naturels pour l'évacuation des eaux, pour l'assainissement. D'accord, très bien. Alors, William Apollinaire Tchoké, on convient aujourd'hui qu'au Bénin, qu'à Cotonou surtout, le problème se pose déjà, le problème de bâtiments ou de tout en béton, voilà, on met le parquet, on a tout coulé, on est comme dans un cachot, le problème se pose. Mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement de ces bâtiments? Est-ce qu'il faut les détruire ou comment est-ce qu'on fait finalement? Est-ce que vous avez demandé à quelqu'un qui a investi ses millions, qui a peut-être contracté un crédit à la banque, qui a passé 15 années de sa vie de fonctionnaire à éponger cette dette, vous lui dites aujourd'hui, tiens, ton bâtiment, il n'est pas résilient, mais il va vous porter un coup s'il en a les moyens. Votre question, Emmanuel, elle est très délicate parce que je ne peux pas demander à un propriétaire d'une habitation qui a conçu sa maison, que parce que cette maison ne respecte pas certaines normes en matière d'aération, de circulation d'air, de casser tout. C'est vrai que en laissant sa famille vivre dans cette maison, c'est d'autres problèmes que ce propriétaire crée à sa petite famille. On pourrait peut-être lui demander de revoir un peu l'aération de cette maison, parce qu'on peut construire, je parle bien sûr sous le contrôle des spécialistes, on peut construire, revoir un peu les choses, améliorer ce qui est fait. Vous l'avez dit, tout est bétonné. Certes, tout est bétonné, mais on peut casser quand même quelques parties, permettre à l'air quand même de circuler. Parce que si on ne le fait pas, vous avez dit, c'est comme si on est dans un bunker. Enfin, encore qu'un bunker, les gens savent comment il fait, ils font du moins pour que les puissent pénétrer et sauter. Mais tel qu'on voit certaines maisons ici à Cotonou, ça dit tout est fait de telle sorte que tout l'espace est occupé. Et même quand je l'ai dit tout à l'heure avec M. Ananou quand il était là, même quand vous avez une simple moto, vous ne pouvez pas faire entrer votre moto dans la maison, à plus forte raison quand vous avez une voiture. Alors, c'est des questions parfois que je me pose. Vous êtes à l'étroit. Et quand vous rentrez même dans certaines chambres, tout est sombre. Alors, normalement, quand vous entrez dans les chambres, il y a quand même certaines lumières qu'on devait avoir. C'est-à-dire, quand vous ouvrez les fenêtres, il y a certaines lumières que vous devez voir pénétrer l'intérieur de la chambre. Mais ici, dans certaines maisons, tout est fermé, il fait sombre et tout le temps, vous avez l'électricité. Non seulement vous vivez dans des conditions très difficiles, mais vous faites saigner votre poche parce que l'électricité que vous utilisez, les ampoules qui sont tout le temps allumées du matin au soir, c'est des problèmes. Je prends par exemple les gens qui font des terrassements au niveau des cours. Là, au moins, on peut casser, mettre de l'arbre
permettre à ce qu'on ait de petits, même si quand vous dites que c'est des trucs de riches, pour moi, avoir au moins ne serait-ce qu'un seul arbre dans sa maison, ça permettra non seulement d'avoir de l'ombrage, mais quand l'air circule, vous pouvez rester sous ce arbre-là et respirer un bon air. Il y a des réalités sociologiques aussi. Il y en a qui vous diront que les sorciers viendront s'y abriter. Ça, c'est un autre débat. Patrice Sagbo, oui, évidemment, on ne peut pas faire les analyses techniques sans prendre en compte ce volet les données sociologiques et sociétales. Alors, quand on a colporté, d'accord, les mauvaises habitudes pendant plusieurs années, pendant des habitudes citadines, finalement, qu'on est en train d'amener au village aussi, parce que de plus en plus le village est en train d'être dévoyé, il n'y a plus presque de construction comme à l'ancienne, c'est les mêmes bâtiments qu'on retrouve en ville, qu'on retrouve désormais maintenant dans les villages. Comment est-ce qu'on fait pour déjà commencer par réduire cette poussée démographique et cette pression qu'on est en train de faire sur les villages en allant, il faut aussi du béton. Il faut donner les bons exemples. Les personnes bien indiquées doivent commencer par donner les bons exemples. C'est les experts que nous avons ici. Si on dit la journée de l'habitat, on vient là. On trouve ce qui est chez nous également. Moi j'ai eu la chance d'aller au Mali aussi. Hein. Les peuples, les architectures que vous avez, c'est pas facilement des trucs comme ça. Hein. C'est esthétique, c'est confortable, c'est vraiment bien. C'est pas parce que les gens font de l'esthétique, c'est leur mode, c'est la vie en réalité, quoi. La vie réelle. Mais ils ne sont pas morts parce que, à cause de leur bâtiment. Ils sont bien dedans. Il n'y a pas de facture d'électricité, ceci, non. Ils en ont l'expertise. Mais personne ne fait la promotion. Comment vous comprenez que tu es ministre aujourd'hui, alors, bon, avant tu n'étais rien. Aujourd'hui, tu es ministre. Dans ton quartier, dans ton village, les gens te connaissent. Ils ont commencé par voir étage à 3 niveaux, 4 niveaux, et on demande un autre, pousse ici, l'autre là-bas. Et chacun des députés, c'est comme ça. Celui qui doit donner l'exemple, pour dire les choses de chez nous, nous devons les promouvoir. Lorsque tu vas faire maison étage de 3 niveaux au village, l'autre va voir, ah, moi je ne suis rien. Ce que je faisais là ne vaut rien. Mais il y a quelque chose qu'il faut peut-être améliorer. Améliorer, c'est-à-dire il faut l'encourager et améliorer. Les écoles que nous avons, les écoles publiques que nous avons, n'ont pas besoin de beaucoup de moyens. On peut commencer par des infrastructures sociales qui sont conçues par l'État, qui sont dans des milieux, dans le milieu là. Comment on vit? Il faut commencer par là. Si on refuse tout ça, on amène béton. L'entrepreneur est obligé de tricher. Moi, je ne veux pas appeler des noms de mairie ici. On a donné de l'argent à des mairies pour que l'entreprise arrive à prendre l'argent. Il est obligé de tricher, quoi. L'entrepreneur est obligé de tricher. Et à la fin, il ne fait rien de bon. Ceux qui sont durs, vous dites, casse tout et reprend. Il a peur de dire le prix réel. Je ne parle pas des 10% d'abord. Il ne peut pas. C'est-à-dire, il fait tout ça. On dit, mais comme il avait un ingénieur, architecte, tout ça, et tu nous fais ce bâtiment. 3 mois après, il y a des fissures. On encourage ça. Les populations voient d'autres modes de vie qui ne leur ressemblent pas. Ils disent que nous-mêmes, là, on ne vaut rien. C'est les bons exemples à donner par des bonnes personnes, des personnes bien. Un maire que tu as vu, qui n'était rien du tout, par la politique, il est venu. Il a 3, 4, 5 maisons. Tu regardes les maisons, c'est des maisons auxquelles tu n'es jamais habitué. Ça veut dire que c'est ça qu'il faut, quoi. C'est-à-dire, si tu as quelque chose, tu as l'argent, c'est ça qu'il faut aller faire. Il n'y a pas de bons exemples, il y a des modèles. C'est ça qu'il faut aller rechercher. S'il n'y en a pas, moi, je vois que ce serait difficile. Mais, ce que moi, je voudrais demander aux gens, il faut leur dire, comme M. Tchoki l'a dit, si tu construis tout ça, d'abord, tu n'arrives pas à entretenir. Tu n'arrives pas à entretenir. Tu n'habites pas dedans. Ensuite, ils construisent des maisons à louer, des chambres à louer. Vous avez, je ne sais pas la surface que les gens qui est recommandé, chambre ici, chambre là-bas. Tout est quoi. Toi-même, tu as donné l'argent pour aller acheter la chaleur. Et tu es d'accord pour dire 50 000 entrées couchées. Tu rentres dedans, tu es toujours avec serviette, comme ça. Et tu ne peux pas rester dedans. C'est à 3 heures du matin que tu te couches. C'est quelle vie ça? Il faut refuser ces genres de choses.
Personne ne regarde ça dans un quartier. Et on se demande, est-ce que l'architecte a été là? Est-ce que l'ingénieur a été là? Est-ce que qui a fait ça? Mais on regarde ça. Et aujourd'hui, de jour en jour, ces maisons de location coûtent trop cher, mais on ne respecte aucune norme. Qui est là? Est-ce que la municipalité est là? Est-ce que les architectes aussi doivent se dire pourquoi les gens ne viennent pas chez nous? Est-ce qu'ils sont accessibles du point de vue financier? L'expertise a un coût, M. Sago. Oui, l'expertise a un coût, M. Sago. Non, mais je vous ai dit, ceux qui ont fait les tatas, c'est-à-dire c'est des esprits nés. Ils sont nés avec l'expertise. Mais à combien vendent-ils ça? Parce que je suis allé étudier à l'extérieur. J'ai papier, je vends diplôme. Pour dire ma fonction n'est pas de presque de fonction. Non. Celui qui a fait tata là, il est plus expérimenté que celui qui allait faire des études au Togo en France et venu ici. Non, c'est lui, il est né dedans. Mais on ne capitalise pas ça. On peut... Monsieur Gbagui ne semble pas d'accord avec cet argument. Je parle de complémentarité D'accord. des valeurs, des compétences. Lorsqu'on est comme ça, tout le monde trouve son compte. C'est-à-dire on a exclu les autres. Il faut leur demander. Ils ont des lois exclusives. Ah oui? Vous pensez? Mais c'est comme ça. Vous pensez? La loi des architectes aujourd'hui ne peut jamais... C'est ce qu'il ne dit pas. Il faut dire aux gens. Dire quoi, M. Sago? La loi sur la fonction architecturale aujourd'hui là ne peut jamais accepter les gens qui font tata parce qu'ils n'ont pas étudié. Justement. Oui, c'est ça. Écoutez, c'est pas les études. pour qu'une science soit reconnue, il faut qu'elle soit tout au moins théorisée. Il faut qu'elle soit tout au moins théorisée. Vous convenez? Celui qui fait tata là, est-ce qu'il a refusé que ceux qui écrivent viennent écrire? Lui, dans sa localité, ça dit que son mot de vie, c'est l'oralité qui se transmet du père en fils et d'une génération à l'autre. Celui qui l'a écrit, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est celui qui s'intéresse à lui qui ira demander mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça se fait? Et on l'aide à conceptualisez et à documenter et à théoriser. Alors, on ne fait pas ça. M. Gbagui, est-ce que ce travail est fait? On fait la promotion des autres écoles. Vous permettez. On donne diplôme. On va écouter M. Gbagui. Je crois que... C'est un réquisitoire, M. Non, mais... Non, je comprends très bien. Non, je comprends la préoccupation de M. Sago. Mais, quoi qu'on dise, c'est vrai. Ces anciens-là, ils faisaient de belles choses. Ils continuent de faire. Ils faisaient de belles choses. Mais quelque part, c'est des choses qui se faisaient donc de façon empirique. Et vous voyez, vous faites des choses, vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez aller. Vous n'avez pas la possibilité de justifier ce que vous faites. Regardez par exemple, quand je mets ce coup de poing ici, c'est une charge, n'est-ce pas, que je mets sur votre table ici. L'ingénieur est en mesure de savoir cette charge que je dépose ici, quelle est son implication, quel est son impact sur tous les poteaux porteurs ici. Et je suis en mesure de dire, si c'est 10 kilos que j'ai envoyé ici, eh bien j'ai peut-être 0,5 kilos là et 1 kilo là. Ceux dont vous parlez là, est-ce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, aller jusqu'à ce point? Donc, quelque part, il faut aller vers ce qu'ils ont fait et améliorer. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, il y a des recherches. Vous n'allez pas me dire que les architectes, dans leur conception, dans leurs études, dans leur formation, ils ne s'intéressent pas à ce genre de choses. Non, ils s'y intéressent. Nous aussi. L'ingénieur. Ok, d'accord. L'ingénieur au jour d'aujourd'hui s'intéresse. Moi, je suis chercheur. Je suis un enseignant-chercheur. Et ces matériaux de construction que vous avez là, nous les expérimentons. Comment est-ce qu'il faut faire encore, même pour améliorer les problèmes de conduction thermique, etc. ISAM, avec donc comment on appelle, des bois, etc. Mais c'est des matières organiques. Alors donc, il fallait voir. Lorsque, par exemple, parlant de béton, on va en arriver là, quand j'ai un élément qui est armé là, quand vous mettez ces armatures, je vais partir d'abord de béton armé, maçonnerie. Quand vous mettez l'acier à l'intérieur, eh bien, c'est que quelque part, l'acier adhère
à votre béton. Donc, s'il n'y a pas une adhérence, je ne peux même pas parler de béton armé. Parce qu'à un moment donné, au cours des sollicitations, votre acier va lâcher votre béton. Mais lorsque vous avez la terre, pour parler de terre armée, il en va de même. Il faut que votre armature bois là, eh bien, puisse adhérer, n'est-ce pas, à votre matériau terre. Et quelque part, la terre, comme c'est, enfin, le bois, comme c'est une matière organique, ça peut pourrir à long terme. Alors donc, il faut aller rechercher quel type de bois, au cours donc dans le temps, ne subira pas cette transformation-là. Il y a des bois qui demeurent intacts. Vous prenez par exemple le bois rognier. Nous avons fait des recherches pour montrer que ce bois rognier-là, vous pouvez l'armer. Ça peut se substituer à l'armature. Parlons maintenant du béton. Le béton armé, moi c'est un cours que j'ai enseigné pendant très longtemps. Le béton armé. Quand vous faites les structures, il y a des structures, les matériaux tels que vous avez là. J'ai dit tout à l'heure, en allant déterminer, en faisant donc les recherches sur ce type de matériaux, nous avons les caractéristiques mécaniques de ces matériaux qu'on développe. Donc, les matériaux ont leurs limites d'utilisation. Ils se font leur tata. Mais ils ne peuvent pas s'autoriser à faire un certain nombre de portées. Je vais faire une poudre qui fait 10 mètres de portée. Eh bien, ce n'est pas avec ces matériaux-là que je vais l'utiliser. C'est clair. Ils le savent. Donc, ils le savent. Donc, ils sont limités. Et donc, le béton, à un moment donné, peut-être nécessaire. Maintenant, tel que vous l'avez dit, il faut contacter un architecte. L'architecte, il vous fait un bon plan, tenant compte de la fonctionnalité donc, de votre bâtiment, également les problèmes d'aération, etc. Et maintenant, l'ingénieur, même les couleurs à mettre sur les murs. Nous avons des couleurs qui sont qui attirent le noir, la couleur noire, la peinture blanche, les peintures que vous devez mettre même sur vos murs, etc. Les matériaux je peux faire une construction en béton armé, mais aller faire des remplissages en des maçonneries, en terre, bien en terre cuite, etc. Est-ce que vous voyez très bien? D'accord. Et mieux, également, il y a les problèmes d'implantation, les problèmes d'exposition au niveau donc de votre bâtiment, etc. Donc c'est de cela qu'il s'agit. D'accord. C'est par rapport au problème d'accès, à vous qui êtes des ingénieurs, enfin je parle de génie civil et aussi des architectes. Enfin, le constat aujourd'hui, la population ont parfois la difficulté d'aller vers vous. Est-ce à dire que c'est le coût qui les bloque? Qu'est-ce qui empêche nous, population lambda, à vouloir aller vers... Parce que quand on parle aujourd'hui d'10 béninois, c'est peut-être une personne et demie qui accepte volontiers d'aller vers un architecte pour concevoir son plan. Il tient la main de son maçon. De son maçon. Tu vois, ça, c'est la maison de William. Je veux absolument cette même maison. Exactement. Et puis avec le sens de l'observation, le maçon a tout capté. A tout capté, voilà, c'est fini. Je vous dis... bon, c'est tout comme si... Enfin, pour moi, c'est tout comme si vous me posez la question de savoir est-ce que malade là, c'est vers un médecin que j'irai ou bien est-ce que c'est vers un garçon de salle? C'est la question que vous dites. Est-ce que c'est d'abord à un infirmier que j'aime m'adresser? Vos constructions, ceux-là, les premières personnes, les premiers acteurs à qui vous devez vous adresser, comme je vous ai dit, vous avez l'ingénieur géomètre, vous avez l'architecte et vous avez les ingénieurs. Ça, c'est clair. Est-ce que vous partagez cette inquiétude que je viens de... Non, j'en viens là. Maintenant, quelque part, du point de vue du coût, vous parlez de maçon, etc. Je vous ai dit tout à l'heure, l'ingénieur, il sait ce qu'il fait. Il peut expliquer ce qu'il fait. Le maçon, il a vu faire. Il veut transplanter. Il peut passer à côté. Sinon qu'il passe souvent à côté. Est-ce que vous voyez très bien? J'ai construit à Calavi. Ma construction a tenu. Vous voyez le sol de Calavi. Je viens dans les environs de Vossa. Vous avez tout faux. Si vous allez transplanter les mêmes choses à Vossa, vous prenez la zone de Cotonou, Vossa, Agla, Ménotin, Kindonou,
toutes ces zones-là, c'est des zones de très faible potence. À un moment donné, il faut aller parfois jusqu'à 4-5 mètres de profondeur pour avoir un bon sol. Ah ouais? Mais bien sûr, vous avez parfois de la base. Alors, que votre maçon, pour avoir construit à Calavi, il vient avec le même plan, il dit, ah voilà ce qu'ils avaient fait. Ben, ils ont fait des semelles de 1 mètre. Hein. C'est ça justement. Et aujourd'hui, nous avons le permis de construire. Nous devons aller vers le permis de construire. Tout simplement parce que, en allant vers le permis de construire, vous êtes sûr de respecter tout ce qu'il y a comme réglementation. Et en allant vers le permis aussi, ce que les gens ne connaissent, ne savent pas, c'est tout comme si j'ai un autre œil regardant dans ce que je veux faire pour améliorer et aviser par rapport à ce que je veux concevoir. Et tout cela pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Et pour venir, si vous permettez, par rapport à sa question, l'accessibilité à l'ingénieur, du point de vue coût ou bien de l'architecte, ça se négocie. C'est vrai, la réglementation permet, dit, voilà ce qu'il faudrait pour l'architecte, voilà ce que l'architecte doit prendre, il y a des taux, etc. Mais quand on regarde, très souvent, qu'est-ce que les gens font? Quand ils veulent venir vers l'ingénieur, ils sont dissuadés par le maçon pour dire non, ils sont chers, tu n'as même pas besoin d'eux avant d'arriver. Alors, quand vous lui dites, eh bien, pour ta conception, je vais prendre 500 000, il dit, il compte cela déjà en tonnes de ciment. À prendre. En tonnes de ciment, en tonnes de fer qu'il va acheter. Mais quand surviendra ce qu'on ne souhaite pas, s'il survenait une catastrophe, les coûts sont faramineux. Les coûts. À la reprise, tout ce qu'il aurait injecté. C'est de cela qu'il s'agit. Il vaut mieux construire durable, il vaut mieux construire stable, sécurisant. Et ça peut aller. Être quitte pour longtemps. Alors, M. Kanye Amadou, c'est partant forcément et certainement de ce constat que vous avez initié le salon de l'immobilier. À ce salon précisément, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que vous faites pour changer la donne, pour changer de paradigme aujourd'hui? En fait, un des objectifs de ce salon, c'est déjà participer à l'amélioration du cadre de vie et au développement durable. Donc, vous parlez tout comme si vous étiez dans mon esprit quand l'idée était initiée. C'est fort de tout ce constat qu'on a initié l'idée du salon en 2016, afin de permettre à ce que la population puisse entrer en contact directement avec les professionnels. Parce qu'il se pose un problème du respect des normes chez nous en matière de construction. Il faut consulter les professionnels, c'est-à-dire les ingénieurs, les architectes, pour pouvoir concevoir votre maison. Parce que souvent, la plupart, à près de 70 à 80% des Béninois, construisent sans consulter ces professionnels-là. Pourquoi ça? C'est ça le problème. Quand vous parlez du coût, c'est le coût qui... Non, oui, c'est ça, j'en viens là. C'est par rapport au coût, les gens fuient le coût. Et le président l'a dit tout à l'heure, vous fuyez de payer 500 000, 1 million ou 2 millions, après, vous allez perdre 50 millions. Parce que quand votre bâtiment va s'écrouler, tout part en feu. Mis à part les dommages, s'il y a des pertes en vies humaines, c'est encore plus grave. Alors, M. Kende, moi, j'ai 5 millions, par exemple, c'est les gens qui donnent comme ça. J'ai 5 millions, je veux construire une maison. Et l'architecte... Et les 5 millions, je l'ai obtenu sur un crédit bancaire. À un taux prohibitif de presque 8 à 10, voire 12%. Et déjà, l'ingénieur et l'architecte, tu me demandes à prendre 2 millions, même 2 millions. Vous voyez déjà, en fait, c'est les gens qui donnent comme ça. Quand on et c'est la réalité que les gens vivent au quotidien. Au quotidien, en fait. C'est ça, en fait, le problème. Quand vous prenez un prêt de 5 millions, vous ne pouvez pas consulter un ingénieur pour que l'ingénieur prenne, ou bien l'architecte prenne 2 ou bien 1 million. Mais lui, c'est parce que souvent, c'est entre 8 et 10% du coût de l'ouvrage. Mais c'est négociable. Si vous avez un projet de 5 millions, il y a des architectes qui peuvent vous prendre peut-être moins de 500 000. 500 000. Il y a des ingénieurs qui peuvent prendre ça. En fait, c'est par rapport au coût de l'ouvrage que l'architecte ou l'ingénieur estime ce qu'il va prendre. Et c'est souvent entre 8 et 10%. Parce qu'on peut et il peut... 5 millions,
Si je prends 3% de 5 millions, ça fait combien? 10%, ça fait 500 000. Et 3%, ça vous fait 150 000. C'est ça. Donc, on ne peut pas avoir... Enfin, si le bâtiment coûte 5 millions, l'architecte ne peut pas vous prendre 1 million. C'est pas possible. Hein, c'est souvent en taux, et ce taux ne dépasse pas les 5%. Pour les deux. L'ingénieur et l'architecte. L'architecte dans l'ordre de 3%, et l'ingénieur également de même. Ça, donc là, ça va. Finalement, tout le monde est en train de fonctionner. On ira prendre le permis de construire. Même On si ira... je prends 5% de 5 millions, ça me fait 250 000. Si vous voyez bien là. Non, donc il faudrait que... Ça dit que même pour payer 250 000, là, les gens ne sont pas d'accord à payer. Ils ne veulent rien payer. Ils se disent... Ça me fait des voyages de sable, des tonnes de ciment et de fer. Cela. Alors que c'est indispensable. Mais ce qu'on ne sait pas, nous gagnons. En consultant ces Nous spécialistes. gagnons en consultant. Si on a le temps, je vais vous donner quelques exemples. Oui, et malheureusement, on n'a plus le temps. Mais non, juste un exemple. Allez-y, monsieur Bouaguidi, un exemple. Moi, nous avons fait, on devait faire par exemple une construction. Le propriétaire a consulté, n'est-ce pas, le maçon, le briquetier. Mais le briquetier, il avait voulu sortir, ces entre vous là, de 50, qui font les personnes de 15, il a voulu sortir 7 par paquet. Et il avait déjà rassuré pour dire, ah, c'est ça qui tient la dalle, ah, quand la dalle, il faut pour que ta dalle soit résistante, c'est ça qu'il faut. Et je suis arrivé, j'ai dit, ah, attention, il en faut le double. Moi, j'ai calculé, il en fallait même 16 par paquet. Est-ce que vous voyez bien? Le gars avait 50 tonnes à faire, ça lui fait 100 tonnes s'il devait pouvoir aller avec l'instruction donc de maçon. Ça veut dire quoi? Il a gagné 50 tonnes de ciment. Sur le monsieur. À un autre, on a fait on lui a déterminé dans ses plans de ferraillage pour sa dalle. Et la ferraille dit à sa dalle. Maintenant, le maçon va acheter 100 barres de fer de 16. Et il vient en faire encore un quadrillage sur la dalle. Et j'arrive, je dis, mais à quoi ça sert? Il dit, ah non, c'est pour résister, et c'est pour donner une certaine résistance à la dalle. Je dis, mais ça vient compliquer peut-être les choses. Des conneries. J'ai dit de déposer. Il dit non. Ils étaient déjà prêts à couler. Heureusement que j'étais passé. J'ai fait gagner 100 barres de 16. Allez voir. La barre de 16. 100 barres de 16. Ça veut dire près de millions. Ouais. À celui-là. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Vous consultez, vous aurez une construction stable, une construction sécurisante, une construction fonctionnelle, rassurante, garantissant la sécurité des personnes et des biens. Monsieur Amadou Kende, vous n'avez pas beaucoup parlé sur ce plateau. On va vous permettre quand même, évidemment, d'aller au bout de votre développement. Justement, de ces initiatives nouvelles qui visent à faire des populations, enfin, à faire changer la vie aux populations qui, elles, sont frileuses. Moi, je voudrais déjà inviter les populations à ne pas avoir peur des professionnels de la construction. Et ils ne sont pas aussi chers. Comme l'a dit tout à l'heure le président, sans consulter le professionnel, vous pouvez avoir un problème de surdimensionnement ou bien de sous-dimensionnement. C'est ça. Le surcoût aussi. Oui, en fait, surdimensionnement crée le surcoût. Donc, vous avez beaucoup de choses à gagner. Beaucoup de choses. Et moi, j'invite aussi les professionnels à innover. Les professionnels, que ce soit les architectes, que ce soit les ingénieurs, nous devons innover. Et par exemple, il n'y a pas encore des normes qu'il faut par rapport à nos constructions en Afrique. Nous sommes calqués sur les normes occidentales. C'est vrai qu'il y a des normes universelles. Il y a des normes universelles. Mais les normes par rapport aux conditions socio-climatiques, ça n'existe pas chez nous. Quand on prend le béton, on met le fer, on met tout ça. C'est des normes occidentales qu'on respecte en faisant ça. Donc, j'invite par exemple les experts à innover pour créer des normes africaines
qui respectent nos conditions de vie, nos conditions climatiques. Et comme ça, on peut arriver à utiliser des matériaux vraiment adaptés. Il y a des matériaux qui existent déjà, mais on peut toujours mieux faire. Tout à l'heure, le président a parlé des briques en terre cuite qui reviennent un peu plus cher que... Bon, c'est pas... La production est coûteuse. Mais le promoteur qui le fait aujourd'hui, c'est pratiquement au même prix que les briques en ciment. C'est parce que les gens ne sont pas informés. Et il le fait pour attirer les gens à consommer ce produit. Sinon, réellement, le produit est cher. Mais lui, sa politique, c'est d'amener la population à consommer. Donc, il faut qu'on innove pour créer des normes adaptées à nos conditions de vie. D'accord. À ce qu'on utilise des matériaux biosourcés qui reviennent encore moins chers. D'accord. Très bien. Allez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir mené le débat de bout en bout. Il y a ça qui est à la fin. Si on va à Ouida, on va à Abomey, on va à Porto-Novo, nous avons des bâtiments qui datent d'au moins 50 ans, qui sont encore là, qui sont conçus par les mains de nos grands-pères, sous l'influence effectivement des colons. Mais ces bâtiments sont esthétiques. Vous rentrez dedans, vous avez de l'humidité, non, c'est pas la fraîcheur. Vous avez la fraîcheur et ces bâtiments qu'on a tenus jusqu'à présent. Deuxième chose, c'est à Ganvié. Le bois qui soutient les bâtiments de Ganvié ne sont pas allés chercher ailleurs. Le plus loin, c'est le Nigeria. Ça veut dire que ces bois-là existent. Et ils ont réfléchi parce qu'ils savent qu'ils vont y vivre, les enfants également, tout ça là. Ces bâtiments ne se renouvellent pas tous les ans. Ils sont là. Pour ajouter, je voudrais dire, mais c'est des architectes, des ingénieurs, études sur études, beaucoup de milliards, qui font la honte du siège de l'Assemblée nationale qui est construit au niveau du pont là. C'est quand même des experts. Qu'on attend de démolir. Non, attends. Il faut laisser. C'est parce qu'il y a eu des failles. Et on a reconnu des failles à leur niveau que des milliards sont en train de s'envoler là. Ce n'est pas pour autre chose. Qui sont ces gens-là? Si on voit ces exemples, est-ce qu'on va oser aller chez ces gens-là? Ensuite, il n'y a pas longtemps, au niveau du ministère des Affaires étrangères, là, des entreprises ont pris des marchés et tout le bâtiment s'est écroulé. Des gens sont morts. On a vu. Tout le temps, ça arrive. Ils ont fait tous ces calculs. Pourtant, ça arrive. Combien de tatas se sont écroulés comme ça? Combien de bâtiments? Attendez. Non, vous n'arrêtez pas. C'est des constats. Excusez-moi, les tatas ont des limites. Il y a ce qu'on appelle... C'est leur mode de vie qui leur demande de se faire comme ça. J'ai dit, si on est ensemble, on peut améliorer ce qui est de chez nous. Oui. C'est ça que j'ai dit. C'est pas, personne ne peut dire que le siège de l'Assemblée nationale, là, qui est là, à la musée, là, est en train d'être détruit parce que le gouvernement n'est pas d'accord avec ce qui est fait. C'est ça, non? C'est pas moi qui ai fait. C'est des gens de qualité, avec des études, qui ont pris des milliards et qui se sont envolés. On a fait honte là. Ensuite, il y a des bâtiments publics qui sont pris par des ingénieurs de cette trempe-là et on voit que ça s'écroule et tue des gens. Ensuite, après 3 mois, vous avez des fissures. Ce n'est pas moi, c'est des constats. Je dis, il ne faut pas minimiser l'autre. Il faut rester ensemble pour faire les choses. C'est tout. La construction. C'est simple. Monsieur Sago, Oui, voilà. je vous l'ai dit. Voilà, c'est ça. La construction est complexe. Et du point de vue donc de la construction, vous avez une chaîne et vous avez des maillons. On a dit, la résistance de votre chaîne, c'est celle du maillon le plus faible. Lorsque dans cette chaîne-là, il y a quelqu'un qui faillit, Toute la chaîne c'est sûr. Allez. Je suis d'accord avec vous. vous avez l'architecte, Oui. vous avez l'ingénieur. Maintenant, vous avez l'entrepreneur qui réalise. L'ingénieur peut avoir bien conçu. Tout à fait. Mais maintenant, s'il y a la réalisation, l'entrepreneur pas respecté les ne normes. respecte pas, il y aura problème. Très bien. Donc, il ne faut pas ignorer l'autre. Je suis d'accord avec vous. Merci. C'est une bonne manière Allez. en pratique. Monsieur, il est là. Il est là. On n'a pas attaqué, on a dit des faits qui parlent d'eux-mêmes. Moi, je n'ai rien dit. Oui. J'ai dit ces faits-là qui disent que, est-ce que, bon, nous sommes dans les bonnes pratiques, nous sommes dans les bonnes normes. Parce que ce qu'on reproche aux autres, toi, vous aussi, c'est-à-dire, ils le font aussi, plus gravement. C'est ça que je dis. Et ils endeuillent tout un pays. Merci, C'est ce que je dis. M. Sabo. Merci également à vous, M. Victor Bouaguidi. Vous êtes le président de l'Ordre des ingénieurs civils du Bénin. M. Kehinde Amadou, vous êtes promoteur du salon de l'immobilier. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci. J'espère que vous avez aimé les échanges.
J'ai beaucoup apprécié. Nous allons venir voir. Et vous avez découvert M. On Sabio. va visiter. J'invite incessamment M. Non, on va Sabio à visiter. Pour voir. Tout à l'heure, je serai là. Bien sûr. Très bien. Oui, merci beaucoup. C'est moi. À mardi prochain. Mais on se retrouve tout à l'heure dans la couloir de la rédaction. 5 sur 7 matin, encore de dernier rendez-vous. Les sports de Hugues Issous, juste après la revue de presse Marcel Arfancy. À tout de suite.